que ce soit par les partisans du pouvoir en place, que par la population, en tout cas à travers ce qui leur a été vendu. Parce que le président de la République a tout de suite tenté de convaincre l'opinion qu'un deal paix contre minerais était possible si les États-Unis acceptaient, n'est-ce pas, d'imposer cette paix, de sorte que les affaires puissent prendre le relais. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on a vu cet activisme débordant, en tout cas des sympathisants du parti au pouvoir, parce que pour eux, la signature de cet accord de paix à New York, hier ou avant-hier, dépendamment du fuseau horaire, symbolise donc la fin de la guerre que subit la partie est de notre pays depuis 30 ans, avec notamment les viols utilisés comme armes de guerre. Prince, à toi aussi, comment est-ce que tu peux évaluer ce qui se vit par les Congolais, cette attente, c'est comme si vraiment la paix allait tomber le jour de la signature de ce document. Personne n'avait encore vu le contenu de ce document, mais les gens étaient ceux qui sont proches du pouvoir, tous étaient pratiquement heureux que quelque chose se fasse, et plus ça traînait, et on voyait une certaine anxiété. Comment est-ce que tu as observé ça? C'est un peu comme ce que tu as dit, tout dépend de quel bord on se trouve. Effectivement, ceux qui sont proches du pouvoir, on le voit, ils sont en train de jubiler en nous disant que la date du 27, c'est la fin de la guerre. Certains ont même dit que c'est à cette date-là que le M23 allait se retirer de villes de Goma et de Bukavu. Donc, voilà, est-ce que ces personnes en arrivent à cette conclusion-là sans avoir lu le texte? C'est un peu curieux. Mais attends, en fait, moi, je pense qu'il faudrait voir la suite. Ce sont les prochains jours qui vont nous dire réellement c'est à quoi ils se sont engagés, quelles sont les conséquences de cet accord. Alors, Monsieur Bopomi, oui. Cette démarche de notre président de la République qui va chercher la paix, pas à l'est de la RDC où elle est compromise en utilisant les moyens de la République, c'est-à-dire la population, parce que les populations, il faut s'appuyer sur la population congolaise pour résoudre de tels problèmes, la population, mais aussi les forces armées congolaises. Au lieu de chercher ça là, on va le chercher au Qatar, puis aux États-Unis. Comment est-ce que tu peux juger cette manière de procéder? D'autres disent que finalement c'est génial parce que on n'a jamais su résoudre le problème congolais, mais là on peut aboutir. C'est la première fois qu'il y a vraiment un véritable accord de paix entre la RDC et le Rwanda. On n'entre pas encore dans le contenu. Là on est dans la superstructure. Je comprends un peu l'enthousiasme de sympathisants du régime en place, mais il ne faut pas aller jusqu'au point d'aller tripatouiller l'histoire. Ça, ce n'est pas le premier accord de paix signé avec le Rwanda. Et l'histoire nous renseigne que chaque fois que nous avons procédé de cette manière, rapidement, l'insécurité, l'instabilité et la guerre a refait surface. Je ne nous souhaite pas cela parce que c'est quand même des vies humaines qui sont en jeu, mais malheureusement dans la démarche, l'histoire nous renseigne que chaque fois que nous avons procédé de cette manière, en tout cas, nous avons eu tort. Mais il y a une chose, pour revenir à ta question, pourquoi le président va chercher la paix ailleurs alors que constitutionnellement, c'est lui qui a la responsabilité de veiller, de sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo tel qu'hérité au jeudi 30 juin 1960. C'est simplement parce que, Pat, figurez-vous que depuis la prise de Goma, parce que ça aussi on a tendance à l'oublier, de manière spectaculaire où on a vu les rebelles prendre supériorité sur notre armée nationale, eh bien, l'armée nationale congolaise a capitulé à partir de ces jours-là. Goma est une ville importante du pays. Elle symbolise même en elle-même, je vais dire, l'effort que le gouvernement avait voulu traduire
parlant de sa capacité justement à tenir. Souvenez-vous, le président a martelé que Goma n'allait pas du tout tomber. Et c'était imprenable. C'était imprenable. Mais Goma est tombé de la manière dont nous avons... avec une facilité avec incroyable. Une facilité incroyable. Moi d'ailleurs, j'ai fait une publication sur Facebook où j'ai dit, en partageant une image d'un soldat, d'un militaire congolais, les mains levées en train de se faire fouiller par un militaire de l'armée rwandaise, les deux en tenue. J'ai dit que cette humiliation, je ne suis pas du tout prêt à l'oublier. Donc Goma tombe quand même, et rapidement Bukavu tombe aussi. Alors il faut de très peu pour qu'on comprenne qu'en réalité, depuis ces jours-là, depuis janvier 2025, le Congo n'a plus du tout une armée. Ce qui reste des FARDC, c'est justement des communiqués, des dénonciations, un peu comme on nous accuse, nous, sociétés civiles, d'être que dans des dénonciations. Et c'est le rôle que malheureusement les FARDC jouent aujourd'hui. Donc je pense que c'est cette réalité-là que Tshisekedi connaît très bien, que depuis 8 ans, il a manqué de doter de notre pays d'une armée forte, capable de relever le défi de sécurisation, de préservation de notre indépendance et de nos frontières, que finalement, il s'est retrouvé à aller commander la paix en dehors, au-delà de nos frontières, allant même à oublier son rôle, sa mission constitutionnelle et surtout le serment qu'il a prêté devant la nation, devant le peuple, devant Dieu, de protéger ses pays et ses populations. Donc, l'armée a capitulé et pour cela, aujourd'hui, la solution ultime pour Tshisekedi, c'est d'aller demander la paix auprès des États-Unis notamment. Est-ce qu'il ne s'en rendait pas compte que l'armée congolaise pouvait être très très faible parce qu'il a dit Bobangate. Il a dit soyez calme, l'armée est là pour protéger le territoire national et d'ailleurs si on ose, il y aura une réplique. Est-ce qu'il le disait juste pour parler, mais qu'il y croyait vraiment, sauf que ces généraux étaient quand même des caporaux pour aller stocker à Goma, une ville qui est à quelques centaines de mètres seulement de la frontière rwandaise. Tout l'armement, le gros de l'armement congolais se trouvait là. Et donc, à mon avis, c'est assez difficile de dire qu'il n'y avait pas d'armée. Mais en tout cas, les généraux n'ont pas joué leur rôle pour savoir comment s'y prendre. Mais revenons, comment dirais-je, à cet accord de paix. Je ne sais pas si, Djungu, tu voulais ajouter quelque chose. Peut-être par rapport à ce que je venais de dire tout à l'heure, il faut aussi dire qu'il a fait confiance aussi à tous les comment on appelle ça, les mercenaires aussi. Il a beaucoup misé sur eux aussi et ils se sont pas battus. Donc c'était vraiment une désillusion personnelle. Ils s'attendaient certainement à une réaction un peu plus virulente de la part de tous ces mercenaires qui n'ont même pas levé le moindre petit le petit doigt. Ouais. Peut-être pour compléter Prince rapidement, Pat, vous savez, l'armée c'est toute une chaîne de commandement. L'armée c'est le moyen que vous dotez. L'armée c'est la stratégie. Vous savez, il y a une émission du président Tshisekedi qui disait lui-même que lui se sent plus politique que militaire. Qu'est-ce que cela traduit ? Cela traduit, en tout cas selon ma compréhension, que nous avons aujourd'hui à la tête un président qui, pour lui, ne fait pas de la compréhension du fonctionnement de notre armée, de problématiques de notre armée, sa priorité. Ses priorités sont plus politiques qui est d'ordre sécuritaire, et donc parlant des FARDC. Et je pense que, comme toi et moi, il se pourrait que Tshisekedi lui-même a été surpris de la rapidité avec laquelle les choses se sont passées et de l'étendue du dégât. Parce que moi, j'ai parlé avec des gens à Goma, d'ailleurs, 6 mois avant que Goma ne tombe, moi-même j'y étais. Croyez-moi que l'artillerie, comme tu l'as dit, il y avait. Et personne ne comprenait, mais comment est-ce qu'avec tout ça, en plus de mercenaires et de Wazalendo, nous n'avons pas pu stopper cette avancée du M23. Pour moi, la raison est simple, c'est qu'il y a eu un problème partant du sommet, le commandant suprême, qui s'est sentirait, selon ses propres dires, plus politique que militaire, donc avec une compréhension assez limitée du défi sécuritaire.
Alors, Monsieur Bopomi et Prince Jungu, nous avons cet accord qu'ils ont signé qui est structuré en 10 points, sauf erreur de ma part, 9 ou 10. Je vais essayer de vérifier s'il n'y a pas un 10e point. Non, c'est en 9 points. Et ça démarre avec l'intégrité, territoriale et interdiction des hostilités. En 2e point, désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. 3e point, le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. 4e point, réfugiés, déplacés internes et considérations humanitaires. 5e point, MONUSCO et autres, soutien multilatéral. 6e point, cadre d'intégration économique régionale. 7e point, mise en œuvre et règlement de différends. C'est important ce point-là, le 7e, la mise en œuvre en fait et le règlement des différends. 8e point, disposition finale et 9e point, entrée en vigueur. Pourquoi je dis que le 7e point est important? Parce qu'il y a une précision, Monsieur Bopomi. Avant d'aller dans les détails, cette précision dit ceci. Le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjointe, c'est-à-dire les USA et le Qatar. Ils se dérobent sur ce point-là. Une question de responsabilité. Je pense que, comme tu l'as si bien dit, c'est que le conflit dans la région de Grand Lac paraît beaucoup plus complexe que l'administration Trump a tenté de le présenter. En tout cas, en termes de sa capacité à résoudre ces problèmes-là. Et là encore, je dirais que peut-être l'avenir me donnera raison que l'administration Trump va se casser les dents, exactement comme ils ont promis, vraiment avec l'élection de Donald Trump, qu'il mettrait fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en un jour. En 24 heures, il a dit. Il disait en 24 heures, mais on voit qu'aujourd'hui, ça perdure encore. Donc, j'ai l'impression qu'une forme peut-être de prudence en disant nous allons servir des cadres d'échange entre les protagonistes sans pour autant prendre nous-mêmes des engagements clairs dans cette affaire-là. Est-ce qu'ils redoutent aussi le non-respect des part et d'autre, venant en tout cas d'un signateur de cet accord? Ça, je ne le sais pas. Mais autant que toi, je reste un peu préoccupé par le fait que un État comme les États-Unis, qui nous a démontré son implication pour que nous puissions arriver finalement à cette signature, à la conclusion, donc qui est la signature de cet accord, puisse justement se déduire de toute responsabilité éventuelle. En tout cas, Prince, ce point-là est extrêmement important. C'est-à-dire que beaucoup de Congolais, pas tous, encore une fois, croient que le problème à l'Est trouve solution avec cet accord, avec les Américains, parce que tous disent, écoutez, ils vont débarquer avec leurs commandos, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, mais déjà sur ce point-là, il est clairement dit, attention, nous n'avons aucune obligation, donc rien ne nous oblige à faire quoi que ce soit, rien, et que ce soit le Qatar, que ce soit nous les États-Unis. Nous ne sommes que des facilitateurs. Est-ce qu'on pourrait le comprendre comme ça? Je pense que oui. C'est quand même. En fait, je n'avais pas épinglé ces points et j'entends de mon siège là. Voilà. Donc, on pourrait dire aussi que tu as soulevé un point important dans ta conclusion. Tu as parlé des engagements de force sur terrain, ce qui emmènerait aussi à des engagements financiers. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui voudraient investir militairement, financièrement dans un conflit dont ils tirent suffisamment pas d'intérêt directement? Je pense qu'ils voudront plus s'investir à travers des entreprises américaines qui vont venir s'implanter dans un avenir proche. Mais je ne vois pas les États-Unis en ces moments envoyer des troupes
justement pour aller faire ces la travaux guerre. sur terrain, faire la guerre. Même Et ça, sur c'est- le cas économique, même dans le cas économique, si vous lisez, quand on lit, hein, on l'a pas lu avec toute l'attention parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais on est frappé par la prudence, Absolument. par la prudence qui transparaît dans ce texte pour les États-Unis. Quand on cite les États-Unis, c'est toujours avec des mots le cas échéant, ainsi de suite. Donc, en fait, ce sont des gens qui se disent oui, on pourrait bien. On pourrait faire ceci, on pourrait faire... Ce n'est jamais nous allons faire ceci. Hein. Donc le texte dit une chose, mais ne le dit pas de manière nette. Hein. Donc on est frappé par tout ceci. Donc les Congolais, il y a un document qui, comment dirais-je, qui quelque part enjoint les Congolais à accepter un certain nombre de choses et donne des latitudes au Rwanda par rapport à certaines autres choses. Mais les Congolais croient qu'avec ce document, comment dirais-je, la paix est là. De la lecture que j'en ai faite, très très peu. L'auditeur qui a essayé de nous appeler, qu'il rappelle, hein, Monsieur Boponi. Allô? Non, pas du tout. Je disais tout simplement une intervention par rapport à ce que je voulais dire. Ouais. Non, mais ce que Pat dit est intéressant. Hein. C'est intéressant, c'est que on peut comprendre aussi cette position des États-Unis en analysant un peu aujourd'hui la situation géopolitique. On parle aujourd'hui, le Congo est important aujourd'hui quant à ces minerais qui sont indispensables à la transition énergétique. On voit la montée en puissance, en tout cas sur le plan militaire, économique et technologique même de la Chine, mais également aussi la réputation que la Chine essaie de se faire en Afrique. Et je pense que ça peut servir justement de justification pour comprendre un peu cette forme de prudence avec laquelle l'administration américaine tente d'avancer. Il faut dire aussi que c'est peut-être un dernier mandat de Donald Trump, et peut-être qu'il voudra sortir de ces mandats avec une réputation d'un homme de paix, qui a peut-être pas engagé les troupes américaines dans des conflits, dans des guerres sur terrain, et question de se rassurer, de s'assurer même une certaine réputation individuelle, mais également pour le Parti républicain aussi. Nous avons un auditeur en ligne sur le 02 344 58 55. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, tonton Pat, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. J'aimerais rebondir sur ces rapports. En écoutant tonton Pat, en écoutant les autres compatriotes qui sont sur le plateau, je peux dire ceci. Moi aussi, j'ai réussi ces rapports ce matin, je l'ai parcouru vite fait, mais on comprend une chose. Moi, je pense qu'ils sont en train de préparer pré-Tshisekedi, pré-Félix. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas Félix qui va gérer ces rapports, c'est peut-être le M23 ou un autre président qui viendra et on va lui dire, écoute, voilà, Félix était d'accord et vous êtes maintenant président, vous serez aussi d'accord de ça. Moi, je pense que c'est ça. Non loin de polémiques. Et si on rentre maintenant dans les détails de ces rapports, parce qu'on ne peut pas se refuser de dire, écoute, si aujourd'hui cet accord, alors je suis en ligne là? Oui, bien sûr, oui. On vous écoute. Si aujourd'hui, parce que quand on lit l'article 217 de la Constitution, cet accord, pour que l'accord soit effectif, il faut que ça soit entériné, changer il faut que ça soit une loi. Une loi. Et si vous voyez l'idée de Kamere, c'est Kamere qui avait parlé de ces accords. Kamere avait dit que le président a toutes les données. Donc Kamere est pour cet accord. Moi, je peux dire ça. Ça me tromper. Et donc, le Parlement va entériner ça. Et comme on connaît les politiciens congolais, donc c'est pour dire, écoute, celui qui viendra, il va dire, écoute, bon, Moutunabi Nogutu, Oboyamba, Votara à 72%. Lui, il avait signé ça. Et moi, je vais faire comment? Et dans tout ça, comme Tonton Pat a dit ça autrement, moi, je vais dire ça avec mes mots, les Rwandais est là. Les Rwandais, on nous dit tout simplement que les FDLR, ils doivent être comptabilisés.
on doit identifier et ils doivent être rapatriés ou comment. Et alors que le M23, c'est la même logique. Si les Rwandais nous obligent ça, et pourquoi nous ne pouvons pas obliger quelque chose au Rwanda? On nous parle des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Donc, c'est toujours les Rwandais qui vont venir encore peupler les territoires congolais. Donc, quand vous essayez de lire ça entre les lignes, vous allez comprendre qu'il y a des choses où les Rwandais vont dire, écoutez, ils n'ont pas respecté. Je reprends les armes. Et les Congolais, pour faire plaisir aux Congolais, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les réfugiés qui viendront du Rwanda, ils seront identifiés et ils auront, comment on appelle ça? Il y a une phrase là, l'amour du patrie. Ça, c'est flou. Ça, c'est flou. Donc, on va dire comment les Tutsis congolais qui sont au Rwanda, dès qu'ils arrivent au Congo, ils témoignent de leur patriotisme. Directement, ils sont rentrés au Congo. Et ça, c'est rien. Alors, il y a quelque chose, cher auditeur, il y a quelque chose qui est écrit dans l'accord. Ce rapatriement-là, ce sera au cas par cas. Et donc, quelque part, mais volontaire. C'est-à-dire que ce sont des gens volontaires qui viendront, qui pourront retourner en RDC de manière volontaire. Est-ce que la RDC a les capacités de juger de la recevabilité de ces gens ou pas? Est-ce que nous avons une administration qui peut permettre de dire, bon, puisque vous avez semblé dire c'est beaucoup de Rwandais qui viendront, est-ce que la RDC a des capacités administratives, je veux dire, de dire non, vous êtes effectivement réfugié, vous êtes parti de la RDC vers le Rwanda pour fuir, vous revenez, nous pouvons établir qu'effectivement vous avez été Congolais et donc vous avez le droit quelque part de revenir dans votre pays. Est-ce que nous avons cette possibilité-là? Bon, comme vous le savez, nous, on l'a toujours dénoncé. D'abord, on n'a pas l'administration. Quelque part, cette question-là répond aussi à Jean-Pierre Bemba. Donc, Jean-Pierre Bemba qui avait accusé Kabila d'intégrer les Rwandais, au jour d'aujourd'hui, cet accord va intégrer les Rwandais officiellement. Parce que l'administration qui est quasi absente au Congo, comment est-ce qu'on va identifier ces gens-là? C'est très compliqué. Donc, les Rwandais vont nous dire, écoute, une fois même, parce que les Rwandais ont l'administration, ils connaissent l'administration congolaise. Une fois vous refusez les 100 000 personnes, les 150 000 personnes qui vont venir peupler Goma et Rutshuru, et directement, le Rwanda va dire, écoute, voilà, il va dire aux États-Unis et aux Qataris, regardez, les Congolais, ils retombent encore dans leur forfait, ils sont comme ça, donc nous, on reprend les armes. Et ça, nous devons savoir qu'on n'a pas parlé de M23, il y a l'accord endogène qui existe. Et où c'est là où Kabila va jouer le jeu, je l'ai toujours dénoncé. Donc cet accord ne concerne pas vraiment le M23 et l'accord encourage même la négociation interne. Alors que les Rwandais, Congo allait dire aussi, nous avons le FDLR, il faut que les Rwandais négocient aussi avec les FDLR. Bon, vous savez, ce n'est pas, on n'a pas inventé la roue. Celui qui a la force militaire, c'est celui qui gagne dans tous les accords. On a suivi, une fois 12 bombes larguées en Irak, et directement, c'est les accords de paix qui se signent. L'autre, en Irak, c'est la même chose. Donc, le Rwanda est fort militairement, il va tout gagner. Et il a tout gagné déjà. Mais vous avez dit que justement on n'a pas beaucoup, presque pas parlé du M23 et de, comment dirais-je, de l'AFC. Est-ce que ce discours du président Tshisekedi qui disait le M23 et l'AFC ne sont que des supplétifs du Rwanda, donc si on doit discuter, c'est avec, comment dirais-je, le commanditaire, c'est avec le Rwanda. Et justement, dans cet accord, on a très peu cité, comment dirais-je, le M23 AFC, mais aussi on n'a pas condamné, on n'a pas condamné le Rwanda, on n'a pas condamné ces rebelles, non, la terminologie doit être adoucie, mais on n'a pas condamné le Rwanda dans ces accords. Donc les deux parties, parce que les parties dans cet accord, c'est la RDC et le Rwanda. Même pied d'égalité, alors que les Nations Unies ont condamné la présence des militaires rwandais en RDC, dans cet accord, rien de tout cela n'est mentionné. Tonton Paul, c'est la raison pour laquelle, dès ce matin, je vis le professeur Godin Pouy
l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa jubilé, dire que le Congo a gagné. Je me suis demandé vraiment, ces genres de gens, est-ce que le Congo mérite ces genres de professeurs? Alors qu'on n'a même pas menacé le Rwanda, on n'a même pas parlé des M23. D'ailleurs, cet accord même fait voir que le M23 a ressurgi encore sur la surface. Les M23, il paraît encore plus fort parce que les M23, nous, on le disait, que on ne doit pas comparer les deux choses. Le président, lorsqu'il avait dit il ne doit pas négocier avec les M23, il va négocier avec les géniteurs du M23, mais il s'est trompé politiquement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il sera obligé. Moi, je pense, en lisant l'accord, je pense que les Congolais doivent savoir que le président Tshisekedi ne sera plus en 2028. Ça, c'est sûr. En lisant ça, on va tous conclure ça. Mais il y a des choses qui peuvent évoluer. Mais au jour d'aujourd'hui, je demande même pourquoi les gens ils félicitent cette dame-là, Kaikwamba. On dit de lui, c'est une génie. Elle parle bien français, anglais, allemand. Mais la négociation, elle n'a jamais réussi à faire gagner les Congolais de quelque iota que ce soit. Donc moi, je pense que c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Vous pouvez rappeler quand vous voulez, avant 14h. J'avais un truc à rajouter là. Ajoutez. Vous avez jeté des fleurs ou vous avez honoré la mémoire de Madame Moadi. Moi, je ne la connais pas, mais j'ai suivi la manière dont l'invité avait parlé d'elle. J'étais très ému et je suis de cœur avec sa famille. Je profite pour présenter mes très, très sincères condoléances. Je pense même que tonton Pat, il faut profiter de faire des émissions pareilles. Nous, ici en France, nous avons eu à gérer des associations. Moi, j'ai été secrétaire général des Congolais. Et j'avais été combattu. Voilà. Et le jour où j'ai déposé, ça fait 15 ans, l'association n'existe plus. Parce que les gens pensent que lorsque vous êtes en contact avec les gouvernements français, ou les policiers français, les maires chez vous, c'est les bourgmestres, les gens pensent que tu gagnes beaucoup. Non, ce n'est pas comme en Afrique ou au Congo. Vous faites un projet, on vous donne 400 € pour le projet de toute l'année. Et quelqu'un qui ne connaît pas, il pense que tu as gagné des millions. Voilà. En tout cas, oui. Votre expérience nous intéresse au niveau de la France, comme vous avez été secrétaire général de la communauté congolaise là-bas, africaine. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on en parle un peu pour qu'on voit quelle a été votre expérience dans la gestion justement de la communauté en France. Nous serions vraiment très très heureux de découvrir les méthodes, les pratiques, la manière dont les associations collaborent, ainsi de suite. Mais comment dirais-je, notre ami Fabrice qui nous a donné autant d'éléments sur Maman Moadi est en train de suivre, il est certainement très heureux de votre réaction. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci, c'est moi. Voilà donc, cher Mino Bopomi et Prince Djungu, une réaction peut-être par rapport à notre auditeur. Moi, je suis vraiment beaucoup d'intérêt ce que notre auditeur a dit, et personnellement, je me rends compte que cet accord soulève plus de questions qu'il apporte de réponses aux problèmes qu'il est censé ou supposé régler. L'auditeur a dit, en fait, il est revenu sur la déclaration du président Tshisekedi qui disait qu'il ne veut pas discuter avec les supplétifs, il va directement discuter avec le président Kagame pour obtenir la fin de la guerre et le retrait du M23. Là, il a discuté en tout cas, le Congo a discuté avec le Rwanda. Concrètement, qu'est-ce qu'on a gagné ? Quand on creuse un peu et quand on lit l'accord, on se rend compte que c'est plutôt le Rwanda qui gagne plus que le Congo. Parce que qu'est-ce que le Rwanda obtient ? Je suis en train de lire, la gestion des ressources sur le lac Kivu, les développements hydroélectriques, la coopération commune sur les parcs nationaux. Et en plus, une autre question, parce qu'il y a beaucoup de questions, comme je disais, que l'accord soulève. Hier, j'ai suivi une vidéo où il y a une question qui a été posée au ministre rwandais des Affaires étrangères pour le M23, concernant qu'est-ce qu'il en est du M23. Il répond, vous neutralisez le FDLR, donc le Congo neutralise le FDLR, le Rwanda lève les mesures de défense. Pour le M23, il y a un processus de Doha, ça on l'a dit. Mais la question que je me pose,
comment neutraliser le FDLR dans une région que le Congo ne contrôle pas, parce que cette partie-là n'est plus entre les mains de notre gouvernement. C'est vraiment beaucoup plus de questions. Et le président Trump, pour dire que le Congo n'est pas gagnant, a dit clairement qu'une grande partie des droits miniers du Congo, à travers cet accord, que les États-Unis obtiennent une grande partie. Ma question de savoir qu'est-ce que réellement, aujourd'hui, on peut dire, voilà, qu'en termes de victoire, nous, la RDC, nous avons obtenu ceci ou cela. Je ne vois pas. Monsieur Minot, peut-être aussi dans ce sens, est-ce qu'on peut dire valablement que le Rwanda a gagné? Est-ce que le Congo a complètement perdu? Quels sont les points qu'on peut noter comme des points positifs pour le Congo dans cet accord? Ne serait-ce que quelques-uns. Alors, un seul point, moi, qui m'intéresse énormément, je pense que pour dire que cet accord a été signé sur le principe du respect de l'intégrité territoriale du Congo. Ça, c'est le grand thème inscrit tout en haut, et je pense même que c'est ce qui sert de contenu pour cet abattage médiatique que nous voyons, excusez-moi, des officiels, mais également des sympathisants du parti au pouvoir. Donc le respect de l'intégrité territoriale, ce qui impliquerait, je vais dire, le retrait de M23, mais c'est justement là que commencent les contradictions et les complications. Prince l'a si bien dit, l'a si bien exprimé en forme de questionnement. C'est-à-dire aujourd'hui, vous levez les mesures de défense avancée du Rwanda, que deviennent l'AFC M23. Et même, moi je dirais, quelles étaient ces mesures avancées qui vont être levées. Alors que nous savons que, et ça c'est même appuyé par le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, qui montrait l'appui militaire, tactique et de renseignement que bénéficiaient les M23 venant du Rwanda. Donc, est-ce que la levée de mesures de défense avancée voudrait dire la cessation de ces soutiens-là? Est-ce que la cessation de ces soutiens voudrait dire aussi le retrait des zones occupées? Ça, à l'heure actuelle, personne ne sait répondre à cette question-là. Mais il y a quand même quelque chose d'important, Monsieur Minot. Oui. Comment expliquer que les négociateurs congolais aient accepté de telles terminologies dans l'accord? Les mesures défensives du Rwanda, alors qu'on sait très très bien que le Rwanda a agressé, en tout cas a fait pénétrer sur le territoire congolais des militaires rwandais. Mais on parle de mesures défensives à l'intérieur de la RDC. Nos négociateurs, s'il y en avait, nos négociateurs devaient absolument insister pour que de telles terminologies ne soient pas inscrites dans l'accord, parce que c'est inscrit dans l'accord. D'ailleurs, moi, j'irai plus loin. Si tu lis le document qui nous a été envoyé, dans le préambule de cet accord, vous verrez que cet accord repose sur un arsenal juridique pour trouver un peu son fondement. Vu. Ouais. Pour rejoindre ce que tu es en train de dire, c'est que moi, je ne comprends même pas comment est-ce que nos négociateurs ont fermé les yeux face à cette mise à l'écart de la résolution 2773 des Nations Unies qui désignait le Rwanda comme pays agresseur et les Congo comme pays agressé. Et donc sur cette base-là, tous les considérants n'en tiennent pas compte. Pas du tout compte. Et pire, même notre propre parti, même nos négociateurs à nous, ont fermé les yeux face à cette réalité-là. Et pour conclure, avant que Prince Djungu puisse... Juste un petit élément, puis je te laisse, je vais pas être très lent. Ouais. En termes d'agression du territoire, parce que je suis en train de lire le texte, le respect de l'intégrité territoriale concerne à la fois le respect du territoire qu'est le Congo et le respect du territoire que le Rwanda. Ils le disent clairement. Or, le Congo n'a jamais agressé le Rwanda. Donc, ils mettent au même pied un supposé non-respect de l'intégrité territoriale du Rwanda que le Congo n'a jamais eu. Et d'ailleurs, tu fais très bien de l'évoquer, Prince, parce que c'est justement par là que j'allais chuter, en disant que si on partait en tout cas
de la résolution des Nations Unies, parce que nous sommes tous, que ce soit le Rwanda, les États-Unis ou le Rwanda, membres de l'Organisation des Nations Unies, si nous étions partis sur cette base-là, eh ben, nous serions arrivés à la conclusion de dire que cet accord est totalement déséquilibré dans la mesure où il met sur le même pied d'égalité l'agresseur et l'agressé. Tout à fait. Et en plus, il y a quelque part dans l'accord quelque chose qui m'a fait sursauter. C'est que les États doivent s'empêcher de faire des actes hostiles, où que ce soit sur le territoire national. C'est-à-dire, si le Congo achète des armes et les stocks au Bas-Congo, c'est-à-dire au Congo central, le Rwanda peut toujours dire « Ah non, c'est un acte hostile contre le Rwanda. » Parce que on n'a pas dit qu'il s'agit de ne pas, comment dirais-je, faire déplacer une partie de notre armée dans le sud Kivu, le nord Kivu, qui sont des territoires quelque part adjacentes, comment dirais-je, au Rwanda, mais partout, c'est-à-dire sur tout le territoire national. L'interdiction des actes hostiles s'applique sans restriction. Voilà. À tout le territoire. Encore une fois, je suis très triste. Et je suis même en train de prendre tout ceci personnellement. Pourquoi ? Parce que il y a 2 ans passés, en tout cas à Kinshasa, nous avons mobilisé la population congolaise, la jeunesse congolaise, contre cette mesure prise par les Nations Unies qui nous contraignait lorsqu'il s'agissait d'acheter les armes. On parlait à l'époque de l'embargo sur l'achat des armes. Parce que pour nous, c'était incompréhensible qu'on prive à un État souverain la possibilité de s'armer pour justement jouir de la violence d'État. Ça, c'est une forme de violence positive. Ça veut dire que tout État a le devoir, l'obligation même de se doter des moyens de sécurité et de défense. Mais le Congo a été privé de cela par cet embargo qui heureusement est tombé. Mais malheureusement, cette disposition vient un peu, à mon sens, à ma compréhension, vient dans une certaine mesure créer des conditions qui permettraient, qui imposeraient au Congo une certaine retenue concernant ses propres initiatives de la construction de l'appareil sécuritaire. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Un peu comme je le disais, est-ce que c'est parce que nous avons un président qui est plus politique que militaire, que des détails aussi importants comme ça nous échappent? La question reste ouverte, mais en tout cas, pour un pays comme le Congo, avec 9 pays voisins, les questions de défense et de sécurité sont primordiales et essentielles. Et je pense que de telles postures, signer de telles choses, posent sérieusement des questions. En tout cas, il y a un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui est instauré dans le point 3. Et qui donc quelque part qui peut être convoqué par chacune des parties et l'accord dit que tous les différends doivent être réglés par consensus, c'est-à-dire que le Rwanda à l'amiable, c'est-à-dire que le Rwanda et le Congo, s'ils ne sont pas d'accord, ils doivent se mettre autour d'une table, discuter. Et s'ils n'obtiennent pas résultat, ils convoquent un mécanisme de coordination qui, en fait, quelque part, on fait appel aux États-Unis et au Qatar qui viennent, mais aussi à d'autres organisations régionales qui peuvent aussi rejoindre, comment dirais-je, tout ceci. Encore une fois, nos négociateurs, comment dirais-je, il y a des choses inacceptables qu'ils ont laissé passer. Ça veut dire que c'est pas des spécialistes de la négociation. Encore une fois, moi, je pense que un des problèmes de la RDC, c'est que quand les problèmes, depuis toujours d'ailleurs, depuis 30 ans, je veux dire, qu'il y a des problèmes dans cette région-là, les Kivusiens ne sont pas intégrés dans le processus de négociation. C'est eux qui connaissent cette terre-là. C'est eux qui vivent la contradiction avec les populations d'origine rwandaise là. C'est eux qui vivent les hostilités du Rwanda vis-à-vis de cette de cette partie de la RDC. Et quand il s'agit des négociations,
on a affaire à une certaine ministre des Affaires étrangères qui ne connaît pas le Rwanda, qu'on envoie discuter avec Kagame. Mais c'est incroyable. Les Congolais, les spécialistes, les vrais spécialistes de la région ne sont pas dans cette équipe. Je ne crois pas qu'il y a 5% parmi les négociateurs de personnes d'origine Kivu là-dedans. Et ça peut expliquer que certains sentiments ne s'y retrouvent pas. C'est-à-dire la nécessité de défendre la terre du Kivu, du Nord Kivu, du Sud Kivu. On ne ressent pas ça dans ces négociations. La plupart des gens qui ont été envoyés par le président de la RDC, l'objectif c'était, écoutez, signer un accord. Taiser les armes, c'est voilà, essentiel à ce stade. Signer un accord, c'est sûr que les Américains ont besoin des minerais rares, des terres rares, ainsi de suite. Trouvez-nous un accord. De toutes les façons, dès que c'est signé, c'est sûr que le Rwanda ne fera plus rien. Attention, les failles par rapport au Congo dans ces accords, c'est pratiquement dans chaque ligne, hein. Pratiquement dans chaque paragraphe de ces accords. Vous vous demandez, mais est-ce que nos négociateurs, ils dormaient ou ils rentraient dans leur chambre, relisaient les accords, ainsi de suite. Et puis, avant de signer, est-ce qu'on a envoyé les accords à Kinshasa pour que des spécialistes puissent vraiment s'y atteler, regarder, barrer certaines choses? Il y a des choses inacceptables pour la RDC, mais qui se retrouvent là-dedans. Hein. Rien que le fait de reprendre la condamnation par les Nations Unies du Rwanda, de la présence des militaires rwandais, ça ne se retrouve pas dans ces accords. Alors, 2 points, Pat. Peut-être, Prince, après tu pourras compléter. 2 points. Premièrement, la question de mesures contraignantes. Oui. Donald Trump a dit, c'est lui qui ne respectera pas, il y a des conséquences. De la part des États-Unis. De la part des États-Unis. Bon, c'est pas quand même n'importe qui, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Sa parole vaut son pesant d'or. Je ne crois pas. Oui, ça, c'est d'abord de manière générale. Parce qu'il faut toujours revenir à l'accord. Je suis totalement d'accord. Je commence d'abord par là et puis t'expliquer maintenant ma crainte. Ouais. Maintenant, sur le plan du droit, parce que c'est ce qui fera que même celui qui viendra après Donald Trump côté américain, que celui qui viendra côté congolais après Tshisekedi, du côté rwandais après Kagame, puisse se sentir obligé d'agir tel que entendu. J'estime que dans cet accord, il n'y a pas suffisamment de contraintes, de moyens contraignants qui feront que dans un avenir proche, telle ou telle partie se sente réellement liée. Ce n'est pas la première fois que nous ayons un accord, que nous signons un accord avec le Rwanda. Si toutefois le Rwanda a récidivé, c'est justement parce qu'il y a eu cette ouverture-là qui a permis, sur le plan de droit, que le Rwanda ne soit imputé de rien. Et dans le Conseil des Nations, j'estime que chaque nation a justement la légitimité de se prévaloir de certaines positions. Vous voyez même que le Rwanda a récusé même la légitimité de la Cour internationale de justice, qui jusque-là a jugé que l'Ouganda, concernant la guerre de 6 jours à Kisangani, alors que le Rwanda était aussi impliqué. Je ferme cette parenthèse, c'était un commentaire justement pour appuyer ce que tu disais concernant aujourd'hui, quelles sont les garanties que nous avons que ce qui est dit dans cet accord-là sera respecté par le parti. Mais justement, considérant ce flou qui transparaît dans chaque ligne, dans chaque paragraphe de cet accord, il y a quelque chose d'intéressant pour le Congo là-dedans, pour moi. Parce que pour résilier cet accord, c'est très facile. Oui, je suis d'accord. Il suffit que la RDC écrive au Rwanda pour dire, écoutez, nous, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Et on a 60 jours pour mettre ça de côté. Et il faut en user. Il faut en user parce que ces accords, même si ces accords sont, signés à durée indéterminée, et c'est bien écrit, dans l'accord, il faut que la RDC se saisisse de ce point. Je suis en train de le rechercher pour le trouver. En tout cas, nous avons la
possibilité, la RDC, chacune des parties en fait, et le Rwanda et la RDC, a la possibilité de se désengager de l'accord de manière totale en écrivant à l'autre 60 jours avant. Mais en tout cas, ce dont je suis presque rassuré, c'est que le Rwanda ne fera pas ces choix-là, parce que peut-être peur de se faire passer pour le mauvais élève, dans un contexte de forte mobilisation contre cette agression. Je pense plutôt que le Rwanda pourrait adopter la stratégie de torpiller cet accord de l'intérieur, justement en allant dans un sens... dans un sens qui ne respecte pas du tout ce qui a été entendu. Surtout que encore, je répète une fois de plus, il n'y a aucun moyen contraignant qui ferait que telle ou telle partie puisse... Mais avant peut-être de conclure, je disais, mon deuxième point d'intervention après justement ces manques de contraintes, c'est que aujourd'hui, lorsque nous lisons cet accord, une chose qui nous échappe aussi totalement, c'est l'éternelle question des FDLR. Cette question, les FDLR, moi j'ai des souvenirs de moi enfant, j'entendais déjà le FDLR. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression que cet accord qui, selon les signataires, les partis, va fermer cette histoire macabre qu'a connue la région de Grand Lac, surtout la partie est de notre pays, oublie encore une fois d'aborder de manière objective cette question des FDLR pour que nous puissions résoudre définitivement. Et pour mieux aborder cette question, si nous allons peut-être l'aborder, pour moi, le début du commencement, ce serait d'abord de dire qui sont les FDLR. Je pense que tout part de là, et puis ensuite on pourra maintenant établir les responsabilités. Mais ça fait partie des failles terribles que les négociateurs congolais n'ont pas essayé de clarifier. Et donc on parle des FDLR, ça fait combien d'années ou alors on parle des successeurs des FDLR, est-ce qu'on parle des des enfants des FDLR, des petits-fils des FDLR? Tout ceci n'est pas sérieux. Mais les Congolais n'ont pas pointé du doigt cet élément-là. Et ça, c'est quelque part quelque chose d'inacceptable. Les Rwandais ne torpillera pas cet accord. C'est très intéressant pour le Rwanda pour qu'il torpille. Donc, il n'y a pas de contrainte sur eux. Au contraire, il n'y a que des bénéfices. Ouais. Le Rwanda utilisera cet accord chaque fois qu'il en aura besoin. Il y a des manières, il y a des points qui sont tellement à son avantage ou qui laissent au Rwanda, une lassitude telle que non, le Rwanda ne torpillera pas. C'est très positif pour le Rwanda. Par contre, la RDC est très mal barrée avec ces accords. Heureusement qu'il y a des points comme celui-là, c'est dans les dispositions finales de cet accord, le point 8. Il y a le point 2 qui dit « Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie sur préavis écrit 60 jours transmis à l'autre partie. » Mais il faut s'en saisir. Moi, je pense qu'il faut déjà le faire aujourd'hui. Parce que l'accord a été signé, c'est pas encore entériné, mais il faut écrire tout simplement, dire nous on n'est pas d'accord. Mais ils vont pas le faire. Les Congolais, je parle des Congolais, les Rwandais ne le feront pas. Les Congolais devraient le faire. Mais s'ils le font, cela veut dire qu'ils choisissent de résoudre le problème autrement. Est-ce qu'ils sont prêts à ça? C'est là le vrai problème. Est-ce que la RDC peut s'engager à essayer de résoudre le problème? C'est quand même sur le territoire congolais, quoi. Donc, nous devons résoudre ce problème. C'est chez nous. Il y a moyen d'y arriver. C'est sur le territoire congolais. Et en face, nous avons principalement le Rwanda, qui est un tout petit pays, avec une petite armée, mais très organisée, qui est capable de nous faire mal parce que nous ne sommes pas organisés et parce que dans notre armée, il y a des commerçants qui se disent des généraux. Mais on peut prendre le temps. Absolument. Il le faut. Absolument. Mais qu'on soit décidé à récupérer ce territoire. Oui. Cet accord devrait être vraiment résilié. Parce que cela est permis
dans les dispositions finales, les dispositions 8. Ouais. Ouais, mais tu as raison, Pat, ce que tu es en train de dire, c'est que mais moi, au même moment, je me dis, est-ce que le gouvernement congolais le fera? Non, comme tu l'as dit. Pourquoi? Notamment parce que cet accord a été signé dans un contexte où nous n'avons pas d'autre choix. En tout cas, Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de procéder comme ça. Parce que l'armée, nous n'en avons pas à ces stades au point de tenter de faire la guerre au Rwanda. Parce que quand on parle de l'armée rwandaise, que c'est une petite armée, moi je voudrais dire ici que Bissomo Pofotoye Barake, armée n'a Bisso Fardc Pesa Mouki, si on veut parler que sur le point numérique, notre armée c'est entre 250 et 300 000 hommes pour un pays qui a presque 100 millions d'habitants et qui fait 2 345 410 000 km². Figurez-vous que ce que tient aujourd'hui les M23, en réalité, tout le monde est mouqué par rapport à reste à Congo. Hein. Mais dites-vous que c'est la Belgique. Ça fait l'étendue de la Belgique. Donc, nous n'avons pas une armée à hauteur d'abord de la superficie, mais ensuite des ambitions de notre pays. Et je pense que dans pareilles circonstances, Tshisekedi lui-même s'est rendu compte qu'il faut qu'il ait à la main tendue, incapable d'organiser l'armée qu'il a été. Et aujourd'hui, c'est... contentons-nous de ces minimums-là. Prince, c'est ce que je partage vraiment l'analyse de Minot. Hein. Contentons-nous de ces minimums-là et voyons ce que la suite va donner. Peut-être que le président Félix a peut-être gagné du temps parce que voilà, un semblant de paix, mais contentons-nous. Et encore, l'accord parle des négociations directes. Contentons-nous de cet accord. De ces minimums. De ces minimums-là. J'espère peut-être qu'il y aura peut-être un sursaut au niveau du Parlement congolais, qui sait. Ouais. Peut-être. Bon.